Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'avenant 33. Donc, c'est un webinaire comme le précédent qui est commun avec le CINERPA. Vous êtes 300 inscrits, donc je pense que les participants vont se connecter au fur et à mesure. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est vraiment de rentrer dans la technique, c'est-à-dire de pouvoir vous présenter le simulateur que notre actuaire, Madame Elisabeth Morin, qui va faire la présentation, a conçu en déclinaison pour le déploiement de l'avenant 33. Ce simulateur vous a été transmis lors de l'envoi, à l'occasion de l'envoi de la newsletter RH de vendredi dernier en ce qui concerne la FHP, et il est en cours de transmission du côté du CINERPA. Mais pas d'inquiétude puisqu'une présentation va vous être faite. Juste pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on attire votre attention sur le fait qu'on est dans une phase finalement de préévaluation financière de l'application de l'avenant 33, c'est-à-dire qu'on est dans la phase des tests, des simulations que vous pouvez commencer à faire finalement pour l'appropriation des dispositions de cet avenant en termes de classement et de rémunération, et en aucun cas vous ne pouvez rentrer dans une phase réelle finalement de mise en œuvre associant les institutions représentatives du personnel, les syndicats, etc. Pourquoi? Puisque nos démarches en vue du financement de l'avenant 33 auprès du ministère sont en cours. Vous le savez, elles se déroulent de manière renforcée et toujours en lien avec le CINERPA et le CNET. Donc, il y a vraiment une cohésion. Il y a même une cohésion avec les syndicats signataires pour parvenir à lever la condition suspensive d'application de l'avenant 33 lié à son financement. Donc, on espère véritablement pouvoir vous donner des éléments beaucoup plus tangibles sur ces modalités de financement, suite à toutes ces démarches auprès du gouvernement et même des parlementaires qui sont engagés, courant septembre, idéalement à la mi-septembre. Donc là, on est vraiment dans une phase, finalement, appropriation, simulation, et c'est précisément l'objet du simulateur conçu par Elisabeth Morin, en lien, bien sûr, avec le guide paritaire qui vous a été transmis dans la même newsletter RH, qui définit en fait les emplois repères et les emplois rattachés, vous donne quelques exemples également de CR compétences à titre indicatif, et en lien avec le guide employeur que nous vous avons également envoyé par le biais de la newsletter, qui vous donne quelques précisions un peu plus méthodologiques quant au déploiement de l'avenant. Donc, juste vous dire que Elisabeth va pouvoir vous présenter le simulateur de manière assez courte dans un premier temps, parce que l'objectif, en fait, aujourd'hui, est d'être dans l'interaction avec vous, donc de pouvoir répondre à vos questions. Peu de questions nous ont été transmises en amont, mais en même temps, on a organisé ce webinaire assez rapidement après la transmission pour ce qui concerne la FHP du simulateur, et en cours pour le CINERPA. Donc, n'hésitez pas, dans l'onglet questions-réponses, à poser vos questions par écrit, et donc Elisabeth Morin, avec notre aide, pourra y répondre. Et dans l'hypothèse où il y aurait beaucoup de questions, bien entendu, on pourra vous répondre à l'issue du webinaire, d'autant plus qu'il y a une adresse mail dédiée pour poser vos questions sur ce simulateur que vous retrouverez dans la newsletter RH. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un bon webinaire. Il y aura une présentation après cet échange en questions-réponses plus complète du simulateur dans une version plus avancée qui vous permettra une comparaison, qui sera également présentée par Elisabeth Morin. Et dans le flash qui sera envoyé aux adhérents à la suite de ce webinaire, vous pourrez le retrouver, le réécouter en replay. Voilà, avec le simulateur dans sa version avancée. Elisabeth, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de vous présenter un peu l'outil qui vous a été transmis. Cet outil, avec un certain nombre sur les principes déjà. Donc, c'est un outil qui est là pour vous accompagner dans la partie réflexion sur la mise en place de l'avenant 33, mais ce n'est pas lui qui va vous dire ce que vous devez faire. Donc, c'est vraiment comment vous aider, ou en tout cas accompagner votre réflexion en disant vous avez eu d'une part un guide employeur et un guide paritaire qui évoquent les différentes étapes. Mais ici, c'est un peu aussi en parallèle à ces documents de dire étape par étape, qu'est-ce que l'on doit faire et
Et donc, en regard avec le guide employeur, voir un peu comment cela fonctionne. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Bon, ça, c'est pas pour moi. Je laisserai. Je suis désolée, je suis obligée de regarder en même temps. Donc, je laisserai répondre sur les questions qui ne sont pas propres à l'outil en tant que tel. Alors, il se peut que certains aient voulu l'utiliser et que vous ayez eu un blocage dans la partie macro. Ça dépend des paramètres de sécurité de votre ordinateur. Donc, je pensais déjà commencer par là. Je vous ferai une note là-dessus avec des copies d'écran pour vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Mais effectivement, il fonctionne avec des macros pour pouvoir avancer pas à pas et pour que vous ne soyez pas perdu dans toutes les étapes et dans toutes les formules. Et il y a des paramétrages Excel qui peuvent, de façon simple, parfois vous avez juste ici sur la barre qui est là un avertissement de sécurité qui vous dit que les macros ont été bloqués et il faut les activer. Donc ça, il suffit de cliquer sur activer les macros ou activer le contenu. Mais parfois, ça ne suffit pas. Donc, je vais vous montrer la procédure à suivre quand même. C'est vous allez dans Fichier, mais je vous l'écrirai, tout ça. Vous allez dans Fichier, vous allez dans Options, Gestion de la confidentialité, paramètres du centre de gestion de la confidentialité, et ensuite, vous avez paramètres des macros. On vous enverra tout le détail avec toutes les copies d'écran. Et donc, l'objectif, c'est que ce soit bien sur ces deux points, enfin deux informations qui soient indiquées, activer les macros VBA et activer les macros Excel 4 lorsque les macros VBA sont activés. Vous faites ça et ensuite, vous enregistrez le fichier, vous le fermez et vous le rouvrez de nouveau. Et là, normalement, ça fonctionne. On a fait des tests et a priori, ça fonctionne en faisant comme ça. Donc, voilà le préalable. Donc, l'outil que vous avez sous les yeux est un petit peu différent de celui qui était dans le lien donc de vendredi, puisqu'il a un peu évolué et été complété. Donc, encore une fois, c'est un outil qui est là pour vous aider, pour vous donner des guides un peu, pour voir ce que ça donne pour un salarié si on le positionne plutôt à tel endroit qu'à tel autre. Ça, c'est le premier point, donc sur la partie classification et sur la partie ECR. Et ensuite, élément qui a été rajouté par rapport au fichier précédent, une partie sur si je veux comparer la rémunération d'aujourd'hui avec la RAC de demain, quels sont les éléments qu'il faut introduire dans l'outil. Donc là, bien évidemment, des données de salaire. Et ensuite, ça me permet d'avoir une comparaison. Cette comparaison, elle n'est pas une comparaison qui va vous dire au 31 décembre 2024, il va falloir que vous payiez ça aux salariés. Puisque bien évidemment, c'est une comparaison qui se fait toutes choses égales par ailleurs, en supposant que le salarié n'est pas malade, en supposant qu'il n'a pas changé d'emploi, en supposant qu'il n'a pas changé de durée de temps de travail. Donc, il y a un certain nombre de règles qui, bien évidemment, au 31/12/2024, ne seront pas le reflet de l'année 2024. De façon très, très simple, vous devez saisir des données qui correspondent à vos salariés, enfin de saisir ou importer, enfin copier d'une extraction faite dans vos systèmes. Donc, des données qui correspondent aux salariés. L'objectif est que vous n'ayez pas non plus trop de données à importer. Et en deuxième temps, pouvoir aussi introduire des données relatives au salaire. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement, je vois qu'il y a éventuellement des questions, donc c'est aussi en même temps de regarder les questions que vous posez. Voilà, moi, je suis désolée, vous le voyez en même temps que moi, mais je n'ai pas d'autre solution pour afficher à la fois mon écran et voir les questions que vous êtes susceptibles de poser. Donc, est-ce que certains ont déjà testé? Alors, je sais qu'il y a eu des remarques qui ont été faites, notamment puisque une fois qu'on a saisi les données liées aux salariés, on peut donc paramétrer les emplois et donc affecter à chaque salarié un emploi rattaché ou un emploi repère tel qu'ils sont précisés dans l'avenant 33, sachant que, je rappelle encore une fois, que ces emplois rattachés ou emplois repères, ici, bien évidemment, le lien que je vous propose, c'est de faire le lien avec le libellé paye, mais ça n'est pas une obligation. L'objectif étant que vous devez vous interroger en disant mon aide-soignante, effectivement, c'est une aide-soignante, je la mets aide-soignante. En revanche, un technicien,
j'ai plusieurs possibilités. Il peut être assistant administratif, il peut être technicien spécialisé, donc ou même il peut être éventuellement responsable d'unité s'il a des responsabilités particulières. Donc, c'est à vous ensuite de vous dire, il faut plutôt que je le mette à tel niveau plutôt qu'à tel autre, et ce n'est pas l'intitulé de son poste qui fait automatiquement la définition, enfin, l'emploi rattaché ou l'emploi repère. Il y a des cotations ils ont été transmises dans le guide employeur, et si vous avez un doute sur un emploi, vous avez dans le guide employeur, dans le guide paritaire, des définitions. Vous avez également des exemples qui sont vraiment à titre illustratif d'ECR, puisque le point aussi, ce sera de dire les ECR compétences, est-ce que je mets un ECR compétence ou pas à telle personne. Donc, en fonction de son emploi, vous avez potentiellement des exemples qui sont donnés dans le guide paritaire, mais qui sont illustratifs. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans le guide paritaire que vous devez absolument l'appliquer. Et également, donc, les principes de cotation. Si vous vous dites, mais moi, cet emploi-là, il est quand même mieux valorisé que l'emploi qui a le même nom dans les emplois repères ou emplois rattachés, vous avez tout à fait la possibilité de le mettre à un niveau supérieur. Bon, alors, écoutez, les éléments donc, dans l'outil, on vous les enverra de toute façon. Il y a une version qui est montée un peu en compétences, donc vous aurez les éléments. Et dans les guides paritaires et les guides employeurs étaient dans le Flash Info. Donc, de la même façon, comme il y aura un nouveau Flash RH, je pense qu'on remettra peut-être le lien avec les différents éléments. Pardon, Elisabeth, mais tout à fait. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu effectivement les outils, on remettra en lien avec le flash qui comportera le replay de ce webinaire, le simulateur dans sa version complète, ainsi que le guide employeur de décryptage, donc méthodologique, et le guide paritaire qui comporte les définitions. Donc, l'outil tel qu'il est, je vais passer rapidement les onglets. Donc, vous allez donner des informations qui sont liées au salarié, donc son matricule, parce que ça permet de le reconnaître, notamment si après on veut croiser avec des données paye, type de contrat, temps de travail. De toute façon, je vais vous faire un test en réel sur une petite population, parce que une remarque, c'est que l'édition des fiches va prendre un certain temps, tout simplement parce que Excel va, si vous souhaitez éditer des fiches par salarié, va prendre chaque salarié, faire les calculs, les coller, et volontairement, les salariés pour les fiches sur les ECR compétences conservent leur formule, parce que comme ça vous permet, RAC et ECR compétences, pardon, ça vous permet éventuellement, si vous faites une modification, d'avoir automatiquement la fiche mise à jour. Donc, et ça prend un certain temps, puisque je pense que quelqu'un nous a dit pour 250, ça a pris 20 minutes. Donc, ce que je vous conseille, c'est plutôt de lancer l'édition des fiches quand vous partez déjeuner ou en fin de journée, parce que ça va mobiliser votre ordinateur. On pourrait aller un tout petit peu plus vite si je gardais l'écran fixe, ce qui est une possibilité. Le problème, c'est que quand on garde l'écran fixe, on ne sait pas ce qui se passe et on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'Excel a planté. Donc, c'est pour ça que je préfère que l'écran bouge. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins, on s'aperçoit que les choses avancent. Si vous en êtes d'accord, je peux peut-être, sauf s'il y a des questions particulières en amont. Pardon, excusez-moi. Sauf si vous avez des questions particulières en amont, mais ce que je vous propose, c'est peut-être dans ce cas d'avancer et de vous faire une simulation. Donc, l'objectif, c'est on va rentrer les données salariées, on va rentrer les données de salaire aussi. Donc, vous allez voir, hein, je ne demande pas grand-chose sur les données de salaire. Ce que je vous demanderai, enfin, l'outil vous demande de les paramétrer, c'est-à-dire que automatiquement, avec les données que vous avez rentrées, on va sortir tous les emplois, les libellés d'emploi qui ont été rencontrés, et l'outil va vous dire dans quoi vous voulez les mettre, quel emploi repère ou quel emploi rattaché. Donc, encore une fois, ça va vous renvoyer au guide paritaire ou au guide employeur pour vous aider dans les définitions qui ont été proposées pour mettre les cotations, pour mettre les salariés.
Ensuite, une fois qu'on aura rentré également les données salaires, on pourra de la même façon dire tel élément de rémunération, je le mets dans la comparaison avec la RAC de demain ou je ne le mets pas. Alors, vous allez me dire, dans l'avenant 33, en gros, on dit qu'on peut tout mettre, ce qui est vrai, sauf que peut-être que chez vous, vous avez mis en place une prime qui veut récompenser quelque chose de particulier ou qui récompense un diplôme, mais un diplôme de façon ponctuelle. A priori, cette prime-là, on va peut-être pas la mettre dans la RAC, mais c'est vous qui savez ce que vous allez mettre dedans ou pas. Et l'intérêt de l'outil, c'est que ça vous permet de dire, si vous mettez tout, peut-être que tout le monde est aujourd'hui au-dessus de la RAC et donc, on va faire beaucoup de déçus, mais économiquement, ça ne coûtera rien si on l'applique tel que. Après, vous allez dire, mais non, mais inversement, si je mets juste 2 rubriques de paye, là, ça va me coûter très cher, donc là, je ne vais pas faire cette option-là. Donc, l'objectif, c'est aussi un peu de vous aider dans vos réflexions sur demain, quels vont être les impacts, quels vont être les éléments qui vont être pris en compte dans la comparaison à la RAC. Donc, ça nous permet d'éditer des fiches. Alors là, vous ne voyez rien, elles sont blanches parce que justement, elles ne sont pas encore éditées. Des fiches sur les caractéristiques des salariés, ça, c'est ce que vous aviez déjà. Et sur des fiches de rémunération, donc description de la rémunération actuelle telle qu'elle apparaît dans les fichiers. Et donc, par exemple, pour des gens qui seraient rentrés en cours d'année, si vous avez des éléments de rémunération qui sont annuels, probablement, je n'ai pas cette information-là. Donc, moi, si je peux éventuellement, si quelque chose apparaît, faire un calcul de prorata, mais par définition, le prorata ne sera pas nécessairement juste. Donc, c'est aussi à vous, vous avez également la possibilité pour certains salariés d'aller corriger l'information dans le fichier. Et à la fin, ça nous permet d'avoir quelques analyses de façon très, très simple, en disant, voilà tous les emplois repères ou rattachés qu'on a identifiés. Donc, ça, c'est tout automatique. Là, vous ne voyez rien puisque ce n'est pas rempli. Quelle est l'ancienneté moyenne par emploi repère ou rattaché? Quelle est l'expérience moyenne par emploi repère ou rattaché? Les ECR compétences, les effectifs et une répartition un peu des effectifs en fonction des ECR compétences. Et ensuite, si vous avez choisi de rentrer des données de rémunération, d'avoir un peu par emploi les effectifs toujours, mais surtout les salariés impactés potentiellement ou non impactés en fonction des choix que vous avez faits et également la répartition de ces impacts. Parce que si vous avez beaucoup de salariés impactés, mais qui sont tous impactés entre 0 et 1%, ce n'est pas tout à fait la même chose que si vous en avez 3 qui sont impactés à hauteur de 15%. En termes de coût, ça peut être plus ou moins cher, mais en revanche, à titre individuel pour les salariés, peut-être que celui qui est impacté de 15%, vous allez vous dire, mais est-ce que je l'ai vraiment classé au bon endroit? Ou c'est simplement, sa rémunération est effectivement nettement en dessous de la RAC. Donc, je vous propose donc de faire une petite démonstration du système. Donc, première chose dans le système, c'est que vous devez indiquer ici si on est le secteur, c'est-à-dire si on est FHP ou SINERPA. Alors, et pourquoi? Puisque demain, de toute façon, on a un seul avenant, c'est l'avenant 33, il s'applique à tout le monde. Et effectivement, mais vous allez voir, j'ai pour la détermination des ECR expérience, si vous n'avez pas de date, je propose d'utiliser le coefficient actuel et la grille actuelle. Donc, si vous êtes FHP, on a des grilles et des coefficients qui fonctionnent d'une façon. Si on est SINERPA, ce n'est pas du tout la même règle, puisque c'est un coefficient pour un métier et après un pourcentage lié à l'expérience. Donc, c'est simplement pour pouvoir le différencier et pour savoir quel est le mode de calcul qu'il faut retenir. Donc, c'est simple, FHP ou SINERPA, on choisit l'un ou l'autre. Donc, une fois qu'on a choisi ça, la première chose à faire, c'est d'aller renseigner les données liées aux salariés. Donc, ici, j'ai préparé 10 salariés donc, pour que ça aille vite et qu'on passe pas. L'objectif, ce n'est pas de passer du temps à le remplir. Donc, ici, on remplit ça. Ensuite, type de contrat, ce n'est pas indispensable, mais ça, c'est si vous le souhaitez. Donc, effectivement, en haut, j'ai mis ce qui était facultatif. Bon, la date d'ancienneté groupe ou date d'ancienneté établissement, si vous êtes un établissement indépendant, ça, c'est important puisque ça permet de déterminer le CR ancienneté.
Le statut, ça n'a pas d'effet sur nos calculs. L'emploi, c'est le libellé, l'emploi tel qu'il apparaît sur le bulletin de paye ou dans vos systèmes d'information, parce que parfois, ce n'est pas nécessairement celui du bulletin de paye qui est le bon, donc c'est celui qui est dans votre système d'information et qui est pertinent. Et ensuite, on a cette donnée-là qui est la donnée à retenir pour la date d'expérience. Donc, soit vous l'avez dans vos systèmes, soit vous avez une date et vous vous dites que ça correspond à peu près à la date que vous voulez retenir et dans ce cas, vous la saisissez, enfin, vous la copiez-collez, soit vous ne l'avez pas et c'est là où je vous disais, il y a par défaut, on fera un test, si, bon, déjà, je vais la remplir. Si je ne sais pas quelle est la date, je peux ne pas mettre de date et renseigner les colonnes qui suivent en disant mon salarié, il est, si je prends une IDE, on va le faire sur l'IDE tout à l'heure, ça ira plus vite, je finis de remplir. Voilà. Pardon. Donc ici, imaginons, j'ai cette IDE-là. Bon, c'est absurde ce que je vais mettre, mais c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Je n'ai pas sa date, je ne sais pas. Donc je vais dire, c'est une IDE, donc je sais qu'elle est sur une grille soignante au niveau de la grille FHP. Elle est technicienne A et elle est au coefficient 246. Bon, donc ça, vous savez tous que ça veut dire qu'elle a moins d'1 an d'ancienneté. Et qu'elle est passée à ce coefficient le 1er avril 2023. Voilà. 1er avril 2023. Donc, je renseigne ces éléments-là et vous verrez tout à l'heure, ça va avoir calculé, proposé en tout cas, une date pour retenir l'expérience, un nombre d'années d'expérience. Ici, vous avez les dernières colonnes à renseigner, c'est tout ce qui est ECR activité. Donc, est-ce que le salarié a la prime soins critiques, la prime exercice médical ou l'indemnité risque-urgence? Je vous demande juste de mettre une croix. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces montants-là peuvent varier pour un même salarié en fonction du temps. Alors, bon, l'exercice médical, normalement, non, mais en fonction du temps qu'il va passer dans un service d'urgence ou dans un service qui bénéficie de la prime soins critiques. Et si on met ce montant en dur, j'ai déjà eu des remarques me disant, mais finalement, mon salarié, il ne va jamais toucher ça sur l'année, donc je préfère qu'on n'affiche pas un montant annuel, mais plutôt de dire potentiellement, en fonction du temps passé, vous avez droit à l'ECR activité soins critiques, sachant que c'est le même montant qu'aujourd'hui, donc c'est vraiment reconduit à l'identique. Donc, voilà les derniers éléments à saisir. Donc, ici, ensuite, on fait CTRL-Q. Et c'est là où commence votre intervention un peu plus, avec un peu plus de réflexion, on va dire. C'est en fonction des emplois et de ce que vous avez rentré, donc de ce que vous avez mis dans la base de données, ça vous sort la liste des emplois qui ont été identifiés. Donc là, c'est les emplois uniques qu'il a trouvés dans les données que j'ai saisies tout à l'heure. Il n'y en a pas beaucoup puisque j'ai saisi une dizaine de salariés. Et vous, ce que vous devez faire, c'est prendre chaque emploi et vous dire, une aide-soignante, quel est l'emploi repère ou rattaché? A priori, sur une aide-soignante, on n'a pas trop de doutes, normalement. Donc là, ça va assez vite. Voilà. Bon, l'ASH, peut-être que c'est effectivement une ASH ou peut-être que c'est quelqu'un qui, dans certains établissements, ça peut potentiellement être un agent de stérilisation en fonction du type d'activité. Donc, après, vous allez me dire, mais oui, mais chez moi, j'ai des ASH qui peuvent être agents de stérilisation ou ASH. Donc, l'idée là, c'est de mettre une des deux options et ensuite, dans la base de données, pour ceux qui sont, si on choisit de mettre ASH parce que c'est les plus nombreux, pour ceux qui sont agents de stérilisation, vous irez modifier l'emploi repère ou rattaché qui aura été mis automatiquement. Donc, bon, alors vous pouvez soit utiliser le menu déroulant, soit le taper, mais si vous le tapez, il faut que ce soit exactement l'orthographe qui est dans le menu déroulant. Donc, moi, je les connais un peu, donc ça va plus vite de les taper. Mais si on prend, par exemple, le chef d'équipe cuisine, la question, c'est est-ce que je le mets en cuisinier
ou est-ce que je le mets peut-être en responsable d'unité? Parce que finalement, il encadre. Ou est-ce que je me dis, bah non, mais je vais le mettre plutôt en cuisinier et je lui mettrai un ECR compétences en tant que référent. Donc ça encore, c'est à vous de voir en fonction de la réalité de son emploi et de la pesée du poste. De même, un responsable technique, ça peut couvrir beaucoup de choses très différentes. Ça peut couvrir éventuellement un assistant des services administratifs et généraux. Ça peut couvrir un technicien spécialisé. Ça peut être aussi un responsable d'unité s'il exerce effectivement une fonction de responsable. Donc là encore, c'est à vous de voir où le mettre. Donc bon, là, je propose ça, mais c'est simplement à titre illustratif. Et puis la standardiste, il existe un emploi qui est de mémoire hôte d'accueil. Voilà, standardiste. Donc ici, on a repris tous les emplois qui existent dans votre système et ils ont été classés. Donc automatiquement, ça va aller mettre l'information en face de chacun de nos salariés. Donc on va continuer, CTRL S. Voilà. Et donc, ici, vous voyez, on reprend tous les salariés et le premier qui était standardiste, effectivement, il est affiché avec hôte d'accueil standardiste. Et c'est ici où vous pouvez vous dire, finalement, non, mon cuisinier, je me suis trompée, ou mon ASH, je vais la mettre agent de stérilisation. Vous le modifiez ici, ça va, vous modifiez derrière, ou je ne sais pas, l'aide-soignante, en fait, elle n'est plus aide-soignante, elle est IDE aujourd'hui. Voilà, ça va vous le mettre en IDE de façon automatique. Bon, ça calcule automatiquement le niveau. Ensuite, ça vous identifie les années, les ECR, alors les ECR expérience, donc qui sont calculés par rapport à la date qui a été saisie. Et je voulais prendre l'exemple de l'IDE de tout à l'heure. Ça a calculé, donc ECR expérience au 1er janvier 2024, qui est la date qui est indiquée ici, de 0 ans et 9 mois. Effectivement, ça correspond bien au coefficient 246 et à la date qu'on avait indiquée de changement de coefficient. Si ce chiffre-là, ou peu importe lequel d'ailleurs, de la même façon, vous vous dites, mais non, en fait, cette date, elle n'est pas bonne, ce chiffre, il est farfelu. D'ailleurs, on voit par exemple ici qu'ils ont tous 15 ans et 0 mois de ces expériences, probablement peut-être parce qu'il y a eu un changement d'établissement ou de je ne sais pas quoi à une époque. Mais c'est de dire, non, ça ne va pas comme chiffre, donc il va falloir le remodifier. Donc là, simplement, si vous le modifiez ici, ça va vous le modifier automatiquement à côté. Et enfin, les ECR compétences. Donc, par exemple, si on prend notre cuisinier de tout à l'heure, je crois que c'est la ligne 3, et qu'on se dit, tiens, voilà, lui, je l'ai mis en cuisinier, mais je vais lui donner un ECR compétences. Vous allez ici, je suis désolée, c'est plus long parce que quand on projette, lui mettre un ECR compétences. Vous pouvez mettre en commentaire pour vous en souvenir que c'est parce qu'il est référent ou chef d'équipe ou ce que vous voulez. Alors, bon, sur un cuisinier, a priori, ce n'est pas le cas, mais à quoi sert cette date de début, date de fin? Imaginons que vous ayez aujourd'hui une IDE qui va passer un diplôme universitaire douleur, qui aura demain un DU douleur et pour lequel vous voulez lui donner un ECR compétences parce que ça rentre dans le diplôme dont vous avez besoin dans votre établissement et donc qui va être utile et donc qui va donner lieu à cette ECR compétence. Mais son diplôme, elle l'aura qu'au 1er juin 2024. Dans ce cas, vous allez dire, je ne vais pas lui payer un ECR de compétence sur toute l'année. Donc, vous avez la possibilité de dire, c'est 1er juin. Bon, alors là, c'est mon cuisinier, ça n'a pas de sens, mais c'est le 1er juin 2024. À côté, vous avez quelque chose qui est apparu, je suis désolée, ça a changé automatiquement, qui dit si dans un second temps, vous voulez comparer la rémunération de votre cuisinier ou de votre IDE avec un DU douleur avec la RAC, et donc avec la RAC dans laquelle on va intégrer un ECR compétences qui aujourd'hui n'existe pas et donc qui sera intégré pour l'année 2024 uniquement sur 7 mois, la personne aujourd'hui n'ayant pas cette fonction-là, mais vous savez très bien que si une fois, je reprends toujours mon exemple de l'IDE, une fois qu'elle aura eu son diplôme, vous allez lui verser une prime
au titre de son DU douleur. Ce qui peut être intéressant, c'est d'indiquer ici combien vous lui verseriez dans le système d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain, quand on va comparer la RAC avec la rémunération actuelle, si vous lui avez mis cet ECR-là, en théorie, sa rémunération actuelle serait augmentée. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Vous pouvez laisser ici en mettant un montant à 0. Ça ne prendra pas en compte. Simplement, l'intérêt, c'était d'être un peu plus précis en disant, puisqu'on fait quelque chose d'un peu sophistiqué en démarrant et en voulant comparer, prenons une comparaison qui a un sens. Encore une fois, comme les montants qui seront donnés sont uniquement donnés à titre indicatif, ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour vous permettre d'avoir une précision supplémentaire. Donc, par exemple, si ici on dit que notre cuisinier qui aura son ECR compétence à partir, on va mettre un commentaire, je ne sais pas, parce qu'il est référent, ou je ne sais pas, ou parce qu'il va passer un diplôme de diététicien, ou j'en sais rien, et que dans votre système d'aujourd'hui, vous lui auriez donné quelque chose pour ces 7 mois 2024 avec cet équivalent diplôme ou compétences supplémentaires. On va par exemple dire, si je lui donne 100 € sur 7 mois, je lui aurais donné dans mon système actuel 700 €. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Je me permets de regarder parce que je vois qu'il y a des questions, donc j'essaie de vous répondre en direct. Alors, si le métier correspond, si les salariés à double emploi, aide-soignant, technicien biomédical, quel sera l'emploi retenu? Alors là, ce n'est pas l'outil qui va vous le dire. Hein, ce que je vous propose, c'est de laisser cette question de côté parce qu'elle est un peu en dehors du champ de notre discussion d'aujourd'hui, mais Guillaume vous répond. Donc, voilà. Et puis ici, on va dire que c'est une prime référent, par exemple. Ensuite, on continue. Bon, c'est le seul à qui on va mettre un ECR. Donc, voilà. Et on a tout saisi. On a tout mis à jour. Donc, on continue. Et en fait, ici, donc vous ne le voyez pas parce que c'est passé directement à ce menu-là. Ça a automatiquement renseigné tout ce qui était RMAN, calculer les ECR compétences, les ECR ancienneté, les ECR expérience et donc calculer la RAC. Soit vous dites, je veux arrêter là et je veux aller voir, si vous cliquez ici sur arrêter, ça va juste fermer la fenêtre et tout et arrêter et vous aurez l'écran qui est là. Vous pouvez dire, je veux enregistrer ce que j'ai fait. Donc, si vous cliquez là, ça va enregistrer et ça vous ramènera à la page d'accueil. Vous pouvez aussi vous dire, je veux vérifier la base de données salariés. Donc, ça vous permet de retourner sur la base qu'on a vue avec cette fois-ci tous les calculs et donc de vérifier ce que ça donne. Éviter les fiches donc individuelles par salarié. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire ça. Vous allez voir là, comme il y a peu de salariés, c'est assez rapide, mais c'est ça effectivement qui prend du temps quand on a 250, 300, 400, 500 salariés. Donc, on va le faire parce que c'est intéressant de voir à quoi ressemble la fiche quand même derrière et notamment de vous expliquer un certain nombre de choses sur ces fiches qui en fait ne sont que le reflet de ce qui est dans la base de données. Donc, c'est pour ça que ça permet de croiser les informations. Voilà. Donc ici, là, on va s'arrêter là pour l'instant et je vais vous montrer donc juste la fiche, à quoi elle ressemble. Donc, si on prend la fiche, alors on va passer sur notre fiche du cuisinier, là, la 3e. Ça doit être lui. Voilà. Donc, ici, dans cette fiche, il y a son matricule, ça, on rappelle son ancienneté, son expérience dans l'emploi, ce qu'il est, son temps de travail, et en dessous, donc l'emploi conventionnel avenant 33 qu'on lui a attribué, le niveau qui correspond à cet emploi, la RMAN qui correspond toujours à cet emploi et à ce niveau, les ECR ancienneté, donc qui sont le fruit de ces 29 ans d'ancienneté, ici. Ensuite, et vous avez ici un ECR expérience, et c'est distingué entre au 1er janvier 2024 et en moyenne sur l'exercice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'ECR expérience au 1er janvier 2024, il n'en a pas. Et c'est ce qu'on va retrouver en bas quand on veut plus de détails. C'est-à-dire, compte tenu de son ancienneté au 1er janvier, enfin de son expérience, pardon, au 1er janvier 2024, il n'a droit à aucun ECR. En revanche, au cours de l'année 2024, il va acquérir de l'expérience et il va passer à 2 ans.
Donc, à la fin de l'année, il aura un ECR expérience qui sera de 0,75. Donc, le chiffre qui est là, en fait, recalcule au prorata du nombre de mois, alors de façon un peu simplifiée, hein, parce que c'est en mois et pas en jours, mais recalcule au prorata du nombre de mois, entre 0 et 0,75, le montant de l'ECR expérience auquel il aura droit sur l'exercice complet. Donc ici, 59,25 €, puisque c'est une moyenne pondérée entre 0 et 0,75. De la même façon, notre OCR compétences, comme je lui ai attribué au 1er juin 2024 dans mon exemple, il n'a rien au 1er janvier. En revanche, en moyenne sur l'exercice, le fait d'avoir cette ECR compétence-là, qui normalement est de 2,5, là encore, on le retrouve en dessous, 2,5% de son… Alors, c'est pas, ici, c'est juste masqué, ça apparaît bien normalement, c'est juste la vision qu'on a. Il aura 2,5% de CR compétences, mais simplement à partir du 1er juin. Donc, ce qui fait que, donc c'est rappelé ici, il a un ECR compétences en tant que référent à partir du 1er juin 2024. Donc, concrètement, au lieu d'avoir 2,50, ça va lui donner en moyenne, enfin, il aura 2,50, mais pas x1 sur l'année, mais uniquement x 0,50. Et si j'avais mis des ECR activités, ils apparaîtraient ici de la même façon. Alors, comment distinguer effectivement l'ancienneté et l'expérience? Donc, l'objectif, hein, c'est l'ancienneté dans l'entreprise ou si vous êtes dans un groupe, dans le groupe. Et alors que l'expérience, c'est on va dire, c'est l'ancienneté dans l'emploi, c'est l'expérience dans l'emploi occupé. Donc, c'est pour ça que ce ne sont pas les mêmes dates. Et en fonction d'ailleurs du salarié, on peut avoir quelqu'un qui a une IDE qui a fait 10 ans avant de venir chez vous. Elle aura de fait une expérience qui sera supérieure à son ancienneté de 10 ans. Donc, si elle est chez vous depuis 5 ans, son ancienneté sera 5 ans. Donc, bon, ce n'est pas cette grille-là. Si l'ancienneté, c'est la même pour tout le monde. Donc, elle aura droit à un ECR ancienneté à hauteur de 2%. En revanche, son expérience, dans la mesure où elle a été 10 ans IDE avant, elle sera de 15 ans. Et donc, l'ECR expérience correspondra à 15 ans et non pas à 5. Donc, voilà pour les grilles telles qu'elles apparaissent. Donc, ensuite, donc là, ça vous a sorti une fiche pour chacun des salariés. Et ensuite, ce que l'on peut faire, c'est de se dire, ben maintenant, c'est bien d'avoir ces grilles-là. Alors déjà, c'est intéressant, mais je voudrais en plus maintenant, donc si je reviens ici, donc ici dans le fichier base de données salariés, vous avez toutes les informations qui sont, ça vous redonne la RMAN, les ECR ancienneté début de période avec les taux, les mois de changement. Donc, vous avez le détail complet si vous voulez creuser un peu plus. La RAC à la fin, et puis également où on en est au 1er janvier 2024 et pas uniquement la moyenne. Donc, ça vous donne tout le détail. Donc et l'expérience, début, fin de période, enfin toutes les informations qui sont là. Donc ici, on a sorti nos grilles. Donc, si je refais CTRL-J, vous allez voir, je reviens sur ce menu-là. Et ce que je vous propose cette fois-ci, c'est de dire on va travailler sur les données qui sont liées à la rémunération. Donc, pour travailler sur les données qui sont liées à la rémunération, je vais directement, ça ira un tout petit peu plus vite, aller dans cet onglet-là pour saisir les données liées à la rémunération d'aujourd'hui. Donc, ces données-là, elles sont simples. Je vais vous demander le mois. Pourquoi? C'est juste pour après, parce que quand quelqu'un est rentré en cours d'année, j'essaie d'intégrer le mois où on a saisi les informations. Donc, le mois, l'établissement, si on l'a saisi avant, le matricule, le code rubrique, l'intitulé de la rubrique. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des systèmes de paye où pour un même code rubrique, on a plusieurs libellés rubriques et les rubriques sont différentes et ne veulent pas dire la même chose. Et enfin, Basto, ce n'est pas obligatoire et ça, c'est le montant payé aux salariés. Oui, alors effectivement, votre remarque, quand vous dites « je ne vois pas les onglets données salaire et données salaire 12 mois » sur le fichier que vous avez dans la newsletter la semaine dernière, parce que le fichier s'arrêtait là où on en est, et simplement j'ai complété le fichier
pour vous permettre justement de faire cette comparaison en termes de RAC d'un côté et de rémunération actuelle de l'autre. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne, mais c'est nouveau par rapport à ce que vous aviez, c'est clair. Donc, même chose, hein, je reprends mon petit exemple qui a l'avantage d'aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de salariés. Donc, de la même façon, je vais rentrer ici les données, s'il veut bien. Ah. Voilà. Donc, moi, établissement matricule. Je suis désolée, j'ai du réseau qui est un peu plus lent. Et donc, le montant qui a été payé au titre du mois en cours. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez continuer. Ici, donc, l'onglet qui apparaît ici, c'est à peu près le même. Simplement, c'est pour saisir les salaires des 12 derniers mois, notamment si vous avez, par exemple, un 13e mois. Ce 13e mois, il n'est pas nécessairement payé au mois de juin, qui est la date d'extraction que j'ai faite ici, mais il est probablement payé en décembre. Et si vous voulez pouvoir l'intégrer dans la comparaison, nécessairement, vous allez devoir intégrer des données qui sont des données des 12 derniers mois. Vous avez un message qui vous dit que si vous payez tout au mois, ce n'est pas la peine d'intégrer, vous pouvez directement faire CTRL-G et passer à l'étape suivante parce qu'on n'a pas besoin de cette information-là et ça vous permettra d'aller plus vite dans la partie extraction de données. Donc là, comme j'ai pris un cas qui était un peu plus complet, j'ai potentiellement, dans ce cas-là, un 13e mois d'ailleurs. Voilà, et montant. Donc là, toutes les données paye ont été rentrées. Donc, on continue. CTRL-G, pardon. Ah. Et comme on l'a vu tout à l'heure pour la partie emploi, de la même façon, ici, l'outil va vous proposer toute la liste des rubriques qu'il a identifiées dans les deux onglets que vous avez rentrés. L'objectif ici, c'est de dire ces rubriques-là, est-ce que vous souhaitez les mettre dans la comparaison à la RAC ou pas? Donc là encore, c'est vous qui décidez. L'avenant 33 dit qu'en gros, à part les suggestions et les heures supplémentaires, oui, donc ce n'est pas la peine de les mettre dans l'outil, hein, les suggestions et les heures supplémentaires, parce que ça prend de l'espace pour pas grand-chose. Donc le principe est de dire même tout ce qui est absence, puisque là on raisonne pour quelqu'un qui est présent, on n'est pas en train de refaire la paye qu'il faudra faire en décembre 2024. Le principe est de dire je vais choisir ce que je mets dans la comparaison. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre le plus possible, enfin, d'en mettre ici, sur cette page-là, de mettre le plus de choses possible dans la mesure où ça a un sens. Si vous versez une prime quand une IDE a eu son diplôme ou le fameux DU douleur, si vous versez une prime one-shot, je ne pense pas que ce soit pertinent de le mettre dans la comparaison à la RAC. De la même façon, ici, on voit qu'on a une prime d'embauche, ce n'est pas nécessairement pertinent. Prime d'assiduité, c'est à vous de voir. Mais on peut très bien se dire, mettons-la dans la comparaison, et puis après, on l'enlèvera, et on verra quel est l'impact. Donc ici, alors j'ai limité le nombre de rubriques à 50. Si vous pensez que ce n'est pas assez, je peux aller plus loin. Je me permets… Je laisse répondre sur ce plan-là. Donc, ici, donc si vous dites que la prime est prise en compte dans la RAC, il y a une question qui vient
tout de suite après, c'est quelle est sa périodicité. Puisqu'après, moi, je vais m'en servir pour calculer la rémunération annuelle. J'ai besoin de savoir si c'est mensuel ou autre. Donc, en périodicité, vous avez le choix entre plusieurs choses, mensuel, bimestriel, trimestriel, quadrimestriel, semestriel, annuel, exceptionnel. Donc, je pense que ça fait à peu près tous les types. Donc, ici, on va mettre mensuel. Et ce que je vous propose, c'est effectivement de dire que ça, on prend, ça aussi, prime team, pourquoi pas, Economa, on prend. De toute façon, là, vu mes salariés, comme j'ai fait une extraction, ils ne sont pas nécessairement bénéficiaires de toutes ces primes-là, alors que les salaires, j'avais pris tout le monde. Donc, prime d'objectif, on peut, c'est vous qui décidez, là encore. En revanche, celle-ci, elle n'est probablement pas mensuelle, mais elle est plutôt annuelle, par exemple. Prime d'embauche, si c'est une prime qui est versée une fois, je pense qu'il ne faut pas la prendre en compte. Prime d'assiduité, c'est à vous de voir. De mémoire, là, dans cet établissement, elle est semestrielle. Prime d'objectif variable, on va la prendre. Et encore une fois, vous allez voir, prenez-en plus et après, on pourra les enlever pour voir ce que ça donne. Prime 13e, on va le mettre, et ça, c'est annuel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut rajouter prime facturation, prime jeune diplômé, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, donc je vais dire que non. Prime référent urgence, oui. Prime référent douleur, oui. Administrative, RH, Economa. Et puis, on va se dire, on va pas prendre les primes exceptionnelles. Si c'est du vrai exceptionnel, a priori, ça a été donné pour récompenser quelque chose. Mais on pourrait très bien le prendre aussi, rien ne l'empêche. Donc, une fois que vous avez défini vos primes, on continue. Et voilà. Donc ici, ça va vous dire, en fonction des hypothèses que vous avez retenues, quelle est la rémunération que l'on a, quelle est la rémunération à comparer, et concrètement, quel est potentiellement le coût. Donc, ça va reprendre toutes les primes et ça va vous donner cette information. Donc ici, on voit, ça va prendre ma prime annuelle, mon salaire mensuel, ça prend tous les éléments. Et en fonction de ce que vous avez choisi, de là où vous avez mis les gens, ça va tout vous recalculer. Et ça vous le donne salarié par salarié. Après, vous allez peut-être dire, ah mais oui, mais moi, dans mes NAO 2023, j'ai instauré une prime de 200 € pour tout le monde. Et bien dans ce cas, vous la rajoutez sur une des rubriques qui sont là. Si elle est mensuelle, vous précisez qu'elle est mensuelle. Sinon, vous précisez qu'elle est annuelle ou semestrielle. Notamment ici, on voit qu'il y a des primes qui ne servent à rien, donc on peut les réintégrer. Et ça recalculera automatiquement l'impact. Et inversement, si vous enlevez les croix qui sont au-dessus, ça va de la même façon. Si ici, j'enlève le 13e mois, ça va l'enlever dans ma comparaison. Et là, ça va me dire, le coût, il est de 9,6%, donc il y a peut-être un problème. Donc, le 13e mois, ce n'est probablement pas la prime enlevée dans la comparaison. Donc, vous pouvez comme ça tester un peu ce que ça donne en fonction des salariés. C'est toujours la même question. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut après passer à la dernière étape, je dirais, qui va être également, donc une fois que vous dites oui, c'est comme ça que je veux faire, je veux mettre telle prime dans ma comparaison, et je voudrais sortir des fiches par salarié où j'affiche leur rémunération d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, ce sont des fiches qui sont purement théoriques, de même que cette comparaison-là d'ailleurs. J'affiche les éléments aujourd'hui sur ces bases-là et ensuite, ça me permet de regarder sur un salarié ce que ça donne et de visualiser un peu plus précisément que la synthèse qui est là.
Donc là, je fais CTRL-J, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, de la même façon, bon, les fiches classification, ça, on l'a déjà fait. Donc là, je peux éditer des fiches rémunération. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, même chose, ça prend salarié par salarié et ça va vous donner une petite fiche qui dit, voilà tout ce que vous avez gagné aujourd'hui. Enfin, tout ce que potentiellement votre salaire de base x12, plus les primes mensuelles x12, plus les primes annuelles, etc. Voilà ce que ça représente. Donc, c'est un total annuel de temps. Voilà votre RAC et voilà l'écart par rapport à la RAC et le complément potentiel à la RAC s'il n'y a pas d'absence, si tout reste comme aujourd'hui, temps de travail, etc. Si vous ne changez pas de service, si vous n'acquérez pas de compétences supplémentaires, voilà ce que donnerait la comparaison. Et donc, vous avez une fiche pour chaque salarié qui est comme ça, qui reprend, ici ne s'affiche que les éléments de rémunération perçus et que l'on rentre dans la comparaison. Donc, en fonction d'un salarié, on peut avoir 5 lignes, 1 ligne, 0 ligne, c'est variable. Et alors qu'en dessous, vous voyez, on n'a pas les mêmes lignes pour celui-ci qui n'a pas les mêmes éléments de salaire. Et pour chaque salarié, donc on a son total annuel calculé de cette façon-là, le mensuel x 12 plus le non mensuel et la comparaison à la RAC. Et ici, j'en ai pas mis, mais si j'avais des ECR activités, ici, ça afficherait les ECR activités que percevra potentiellement le salarié. Et pour finir, vous avez une petite analyse statistique. Donc là, normalement, c'est aussi en faisant CTRL-J, on doit pouvoir le retrouver. Oui, c'est ça. Normalement, dans CTRL-J, il me le propose. Voilà, mettre à jour les analyses. Donc, on va regarder ici. Et si on met à jour les analyses, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, bon, ici, on a, ici j'ai affiché les ECR compétences en début de période, donc comme je l'ai attribué au 1er juin 2024, il n'y en a pas. Donc ça vous donne, il faudra juste que je corrige un peu le format, mais ça vous donne l'ancienneté moyenne pour les différents emplois repères ou rattachés qui ont été identifiés. Ça vous donne l'expérience moyenne et ça vous la donne au global, le nombre de CR compétences attribuées en moyenne, l'effectif, la répartition des effectifs par ECR compétences, et à côté, vous avez de la même façon, par emploi repère ou rattaché, ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du salarié, ça vous dit sur les aides-soignants, j'en ai 3. Ils sont tous impactés par ma nouvelle grille et il y en a sur les 3, il y en a 33%, donc un qui va avoir entre 2 et 4% d'augmentation, enfin qui aurait sur les bases qui ont été intégrées dans la simulation, un qui serait entre 6 et 8% et un qui serait entre 8 et 10%. Et ça pour chaque emploi identifié. Donc là, si je prends les IDE, j'en ai une sur deux, enfin j'en ai 2 sur 4 qui sont impactés. Donc et les 2 qui sont impactés auraient une augmentation potentielle d'entre 2 et 4%. Voilà sur la partie présentation. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire, si ça soulève des questions nombreuses. La rubrique pourcentage correspond à quoi? Alors, pardon, c'était… C'était sur le tableau précédent, Isabelle. Sur le tableau précédent, pardon. Donc, c'était ici, donc, je suppose… Oui, donc ici, c'est les 2435 euros complémentaires qui sont l'écart entre la RAC et la rémunération que je prends en compte dans la comparaison. En fait, c'est 9,9%. Donc, concrètement, ça veut dire que le salarié en question, bon, les données ne sont pas nécessairement d'une grande fiabilité, hein, mais ça veut dire que ce salarié-là, potentiellement, pourrait être augmenté de 9,9%. Celui qui est en dessous, avec 608 euros de plus, ça fait 2,2%. Ceux qui sont en négatif, c'est simplement que alors je pourrais mettre 0, ce sera peut-être plus propre ici en mettant pourcentage d'augmentation. Je vais le changer.
je vais mettre effectivement pourcentage d'augmentation. Et quand c'est négatif, je vais mettre 0 parce que ça veut simplement dire que ici, on voit bien que j'ai une RAC qui est à 25 600 et le salarié qui touche 30 000. Donc, ça correspond effectivement au potentiel d'augmentation à partir des informations qui ont été saisies et des données de rémunération qui ont été saisies, mais que vous pouvez changer après à la main dans toutes les colonnes qui suivent. Alors, le but, enfin, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de, je ne sais pas si c'est un but. Ici, c'est simplement un outil qui vous dit, si en fonction de ce que vous allez mettre dans votre comparaison, voilà quelles peuvent être les conséquences pour les salariés. Et derrière, vous allez vous dire, mais peut-être celui-là, j'en sais rien, que je vais augmenter de 10%, qu'est-ce qui justifie? Est-ce que si vous lui avez mis un ECA compétence, vous allez peut-être vous dire, non, mais finalement, est-ce que vraiment c'est justifié par rapport au poste qu'il occupe? Donc, ça vous permet aussi de vous poser des questions. Un, sur l'affectation, notamment sur des gens où vous hésitez en disant, est-ce que je le mets? Tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui a plusieurs emplois. En fonction, c'est si je le mets dans l'un ou dans l'autre, mais les résultats ne vont pas être les mêmes. Donc, c'est vraiment aussi de vous poser des questions sur demain, quelles vont être à la grosse, dans une grosse fourchette potentiellement les impacts pour moi, et est-ce que j'ai bien classé les salariés au bon endroit, et est-ce que j'ai bien pris tous les éléments de rémunération que je souhaite dans la comparaison. À l'inverse, si vous aviez un coût 0, vous pourriez vous dire, finalement, je vais peut-être enlever certains éléments de la comparaison parce que je suis prêt à donner une enveloppe X ou Y. D'accord? OK. Donc, je ne mettrai pas 0, je laisserai le pourcentage négatif. Et une colonne type service, oui, si vous voulez, je vais la rajouter. Je ne sais pas où parce que je ne voudrais pas tout casser, mais je vais vous trouver ça. À la limite, si vous me dites que le sexe ne vous est pas très utile, je peux la mettre à la place du sexe. Je suppose que quand vous parlez d'une colonne type service, c'est de se dire si quelqu'un est justement dans des services où il bénéficie de la prime soins critiques, ou si j'ai une IDE qui est au bloc, ça va peut-être vous aider pour dire je vais lui donner un ECR parce qu'elle n'est pas IBOD, elle est IDE, mais qu'elle est au bloc. Je suppose que c'est pour ça que vous êtes intéressé par une colonne service. Mais effectivement, où je peux la mettre à la place du prénom. Enfin, je peux trouver un endroit où le mettre sans problème. C'est juste pour éviter de casser toutes les formules derrière et toutes les macros. Mais si, je pense que il n'y a pas de problème pour la rajouter. Oui, vous avez raison. Pour les homonymes, je pense que le prénom peut servir. Donc, voilà pour le… OK, si vous, au choix, pas de problème, c'est en fonction. Mais souvent, comme les systèmes, on a nom, prénom qui sont séparés dans les colonnes des systèmes de paye. Mais de toute façon, je vous mettrai ça. Donc, si on reprend les grands, si on revient dans le partie de base, donc ce qu'on a vu, c'est on renseigne les données liées aux salariés.
ça nous permet d'éditer, enfin, ça nous permet de réfléchir d'abord à tous nos emplois et à la façon dont on pourrait les classer dans la nouvelle grille. Donc, reprendre emploi par emploi, se dire tel emploi, c'est plutôt, même si cet intitulé et celui-ci, il exerce plutôt un autre emploi, on a le droit de le faire. Donc, on peut tout à fait mettre un emploi rattaché qui ne correspond pas à l'intitulé de l'emploi qui semble pourtant évident. Et puis s'interroger aussi sur les ECR compétences. Tout ça accompagné du guide paritaire et du guide employeur. Donc, éditer des fiches par salarié qui permettent d'avoir une synthèse pour chacun des différents ECR et donc de la RAC sur, encore une fois, à la base des éléments connus à la date de saisie des données, parce qu'on ne va pas inventer les éléments. Et puis également donc, de faire des comparaisons en termes de rémunération annuelle, ce qui vous permet, vous, d'avoir une idée potentiellement des impacts aussi bien individuels que collectifs et de savoir si certains éléments, vous avez intérêt à les laisser à l'intérieur de la RAC ou si vous souhaitez les sortir. Juste, Elisabeth, il y a une question sur une personne qui a un établissement relevant du CNET. Oui. Alors, par rapport au CNET, il y aura effectivement un simulateur identique. La seule chose qui va être un peu différente, c'est la partie expérience, où là, je ne vais pas vous dire à partir d'une grille, je vais faire une hypothèse sur l'expérience parce que je n'ai pas ce type d'information-là. Mais sinon, et les intitulés de colonne seront peut-être un petit peu différents parce que liés à la convention collective, mais sinon, le principe sera exactement le même. Donc, et ça n'est pas que pour la FHP, c'est bien FHP, SINERPA, et CNET aura sa version un peu à part, mais qui sera très proche de ce que je viens de vous montrer. Simplement, c'est dans les intitulés, encore une fois, les intitulés de colonnes et la non-possibilité de pouvoir identifier un nombre d'années d'expérience, puisque ce n'est pas du tout le même fonctionnement en termes de grille et de coefficients. Une question, si le complément de salaire d'établissement est inclus dans le salaire de base, non, vous n'êtes pas obligé de faire un découpage. C'est vous qui vous faites, vous pouvez prendre le salaire de base complément inclus. Là, c'était simplement parce qu'ici, j'avais des données qui le séparaient, mais vous pouvez prendre là le simulateur. En fait, l'idée, c'est que le simulateur, vous allez lui dire ce que vous mettez dedans. Donc, si vous avez déjà imaginons une rubrique de paye qui regroupe tous les éléments fixes et que vous êtes sûr que vous allez mettre tous ces éléments fixes dans la comparaison, ce n'est même pas la peine d'avoir le détail. Donc, c'est vraiment, prenez au plus simple pour vous. Un salarié cadre n'est plus cadre sur les nouveaux emplois repères, comment le classer? Là, je laisse Guillaume répondre. Sur ce sujet-là, en fait, pardon Elisabeth de vous couper, sur ce sujet-là, en fait, la convention collective n'a absolument pas, on est sur le statu quo, sur les statuts conventionnels, c'est-à-dire que cadre, agent de maîtrise, non-cadre et technicien, il n'y a pas de changement, en fait. Donc, on est vraiment dans l'application d'un statu quo, et d'ailleurs, c'est pour ça que les syndicats de salariés demandent à réouvrir une négociation spécifiquement sur ce sujet des statuts. Donc, au niveau conventionnel, c'est identique. Donc après, si vous surclassez, il faut qu'il y ait des éléments finalement objectifs en fait à ce surclassement et que vous puissiez en mesurer toutes les conséquences. C'est pour ça qu'il y a tout un développement sur ce sujet dans le guide employeur qui vous a été communiqué en lien avec la newsletter RH de vendredi et qu'on vous rejoindra à nouveau dans le flash à venir. Pour les différentes questions, donc par rapport au retour, l'avenant 33 est-il favorable en moyenne à une revalorisation de la rémunération des salariés? Oui, je laisse Guillaume répondre, mais effectivement, c'est pas 100% des salariés qui sont augmentés, mais une partie des salariés qui peuvent avoir une augmentation. Et c'est pour ça qu'il y a une demande de financement d'ailleurs, puisque l'objectif quand même de l'avenant 33, c'était aussi de revaloriser un certain nombre de métiers. Prévoir plus de lignes pour le détail des salaires que nous pratiquons. OK, j'irai au-delà des 5. Alors, il y avait plus de lignes, mais
je considérais qu'il n'y en avait que 50 qui étaient mises dans la comparaison. Est-ce que pour un salarié donné, en revanche, est-ce que 50, ça suffit? Je pense que oui. Je ne pense pas que vous ayez quand même plus de 50 lignes de paye pour un salarié. Mais sinon, effectivement, je vais vous rajouter plus de 50 éléments de rémunération qu'on pourrait mettre dans la comparaison. Je m'en occupe. Alors, si la date d'ancienneté n'a pas été renseignée, mais le COEF tient compte de la reprise d'ancienneté. Alors, ici, donc si vous êtes FHP, alors, on parle bien ici d'expérience. Sur ce plan-là, c'est ce que j'essayais de présenter là. Si donc vous savez quelle est sa grille aujourd'hui, donc ici vous allez, je pense que vous avez ça en plein milieu. Pardon. Je voulais le réduire, ça c'est grandi. Ici, vous indiquez s'il est, parce que j'ai besoin de savoir dans quelle grille est le salarié. Donc, et j'ai été obligée de le normer parce que sinon, chacun va l'écrire de façon différente. Donc, ici, vous indiquez s'il est soignant ou non soignant. Donc, si c'est une grille de soignant ou de non soignant. Dans quelle grille il est. Donc, vous avez le choix entre AEB, QA, EQB, EHQA, etc. Médecin coordinateur, médecin chef, pardon, cadre A, B. Enfin, donc, vous avez la possibilité de mettre ces différents éléments-là. Et ensuite de mettre le coefficient. Et si ce que vous avez saisi correspond bien à un coefficient qui est dans la grille aujourd'hui, dans une des grilles FHP, donc la grille soignant TA, ça va vous sortir, vous proposer une date. Si en revanche vous avez quelqu'un qui est tout en haut de la grille, ça va vous proposer la date, sauf si vous avez dit qu'il est passé à ce dernier coefficient il y a 3 ans, ça va majorer de 3 ans, sinon ça vous proposera, si vous n'avez pas donné d'information, ça vous proposera la date de 30 ans d'expérience plafonnée. Mais l'information, si ici vous mettez une information et pas ici, ce sera effectivement calculé sous forme d'une proposition. Après, c'est à vous de voir si ça correspond vraiment à ça. Alors, en fait, si vous avez la date de début d'expérience, on n'a pas besoin de cette date sur le changement de coefficient. En fait, les colonnes qui sont ici, ces colonnes-là, c'est uniquement si vous n'avez pas de date de début d'expérience. Sinon, c'est la date de début d'expérience qui est retenue. Donc, l'objectif n'est pas que vous renseigniez tout, c'est simplement, à défaut, si celle-ci n'est pas connue, c'est on renseigne celle-ci. Mais surtout, n'essayez pas de… l'objectif n'est pas de faire 2 fois le travail, donc on prend par défaut celle qui est saisie ici. Ensuite, quand faut-il commencer à remplir ces données? Je dirais que c'est quand vous voulez. Puisque l'objectif, c'est encore une fois, ce n'est pas de vous dire voilà ce que vous devez faire, c'est de vous aider dans les réflexions sur la mise en place de l'avenant 33. Si le complément, on a dit. Alors, il y a une question où j'ai un doute, c'est comment cela se matérialise dans le simulateur. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Sur les éditeurs, là, c'est pareil, je laisse peut-être plutôt Fabienne répondre, mais en tout cas, les éditeurs ont été rencontrés. Oui, sur les éditeurs, on les a rencontrés à 2 reprises pour leur présenter l'avenant et puis l'accord de transposition qui était en version projet. Les principales d'ailleurs dispositions sur l'accord de transposition, même si on n'a pas encore pu vous transmettre l'accord lui-même, puisqu'il est en cours de notification et de dépôt, mais elle se retrouve dans le guide employeur. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la présentation du bulletin de paye, ça va dépendre de vous, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez, même si vous décidez de conserver une structure de rémunération d'entreprise qui n'est pas celle de la structure de rémunération conventionnelle, certains membres du bureau social, par exemple, décident en haut du bulletin de paye de pouvoir indiquer la rémunération conventionnelle de référence.
mais ce n'est pas une obligation non plus. Donc voilà, donc ça c'est un point dont il faut tenir compte. Il y a des éléments dans le guide employeur sur le bulletin de paye, mais cette présentation du bulletin de paye, elle va dépendre de vous, des choix que vous faites et de la structure de rémunération que vous choisissez de maintenir ou d'appliquer. Puisque nous, on vous encourage à tendre vers la structure de rémunération de branche, ce qui forcément, dans ce cas-là, entraînera une modification des bulletins de paye. Mais effectivement, vous avez néanmoins la liberté d'appliquer une autre structure de rémunération à partir du moment où, au moins une fois par an, au plus tard au 31 décembre, vous faites la comparaison avec la rémunération annuelle conventionnelle. Et c'est la raison pour laquelle certains adhérents qui, du moins dans un premier temps, voudraient maintenir une structure de rémunération propre, eh bien néanmoins, décident d'indiquer la rémunération annuelle conventionnelle de référence en haut du bulletin de paie. Voilà. Il n'y a pas sinon de bulletin type parce qu'il y a pluralité de situations. Ensuite, pour le CR Expérience, devons-nous demander aux salariés non soignants des certificats de travail? Après, c'est soit vous dites je tiens compte de, j'ai pas d'infos et donc je prends une ancienneté, une expérience qui aujourd'hui correspond à l'ancienneté dans l'entreprise, et le salarié viendra lui-même me donner l'information s'il n'est pas d'accord. Ça me semble un peu compliqué de gérer tous les certificats de travail. Enfin, En principe, pour les salariés en poste, on ne vous oblige pas, c'est d'ailleurs dans l'accord de transposition qui vous sera communiqué, c'est précisé encore une fois dans le guide employeur, on ne vous oblige pas du tout à revenir sur un calcul de l'expérience, donc de ce qui est la reprise d'ancienneté aujourd'hui dans les termes de l'article 90. On ne vous oblige pas à refaire le calcul de la reprise d'expérience à l'embauche du tout pour les salariés donc en poste au jour de la transposition. C'est écrit tel quel dans l'accord et précisé dans le guide employeur. Alors, on a traité la situation qui va être à la grande marge, et je vous renvoie encore une fois au guide, d'un salarié en poste avant l'entrée en vigueur de l'avenant 33 et d'un salarié en poste, qui entre après l'entrée en vigueur de l'avenant 33, après son application, qui pourrait être placé dans une situation identique, même emploi, années et mois d'expérience exactement identiques, et qui pourrait, après une comparaison globale finalement des éléments de rémunération avant-après, eh bien, être lésé. Et dans ce cas-là, il y a un principe d'égalité de traitement que les entreprises devront appliquer. Et on a donné un exemple chiffré, slide 17, 18 et 19, dans le guide paritaire. Voilà. Donc, vous pourrez ensuite revenir vers nous si vous avez des demandes de précision supplémentaires. Je propose de voir après la question sur le financement. Sinon, si on continue sur les autres questions, donc si la date d'emploi ne correspond pas à l'expérience, comment devons-nous procéder? Ça peut être effectivement se baser sur le… Mais c'est pas… Je pense que la réponse de Fabienne correspond à ça, et c'est assez bien décrit, c'est même très bien décrit dans le guide employeur sur les possibilités que vous avez. Oui, sur la recherche de financement, Bertrand, on est allé effectivement au plus haut niveau de l'État jusqu'à l'Élysée sur ce sujet. Il y a des réunions et des sollicitations toutes les semaines. On a bon espoir d'avoir un rendez-vous à Matignon à la fin du mois d'août. Ce que l'on peut se dire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument maintenir la pression, y compris en région. C'est vraiment extrêmement important auprès des élus locaux, il faut vraiment maintenir ce lobbying que nous faisons. Aujourd'hui, c'est dans le scope, si je puis dire, et du nouveau ministre de la Santé, et c'est un sujet. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un sujet qui fera l'objet d'un arbitrage positif, mais c'est un sujet qui est dans les tablettes en vue de son examen concernant le PLFSS 2024. Donc voilà, on poursuit de manière extrêmement active, notamment auprès des nouveaux ministres, ce lobbying.
Et on a véritablement bon espoir, comme je le disais, mais c'est important de le rappeler en introduction du webinaire, parce que tout le monde n'était peut-être pas connecté, on a bon espoir d'avoir un retour à la mi-septembre. C'est la raison pour laquelle Elisabeth a beaucoup insisté, mais on ne vous engage pas à lancer des actions réelles de déploiement, j'insiste, de l'avenant 33 maintenant. Enfin, pour nous, on n'en est pas du tout au stade d'infoconsulte des IRP, on n'en est pas du tout au stade pour ceux qui veulent négocier dans des délais plus ou moins courts de négociation avec les syndicats salariés, parce que vous pouvez, pour certains d'entre vous, être sollicités pour des négociations d'accords de transposition. Pour nous, c'est prématuré. Là, on est vraiment, et c'est pour ça qu'on a multiplié les outils et les webinaires cet été, dans la phase où on veut vous accompagner à faire des simulations et une préévaluation financière, je dirais en circuit fermé au niveau de vos directions des ressources humaines, pour que justement vous puissiez visualiser ce que donnerait l'application du nouveau système et vous poser les bonnes questions, à savoir par exemple le changement de la structure de rémunération cible. Voilà. À votre question, donc l'expérience reprise est seulement celle calculée dans le cadre de la reprise d'ancienneté actuelle ou dans tout type d'établissement, ben c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est que pour les salariés en poste, l'avenant de transposition prévoit que la reprise d'ancienneté actuelle, donc sauf cas particulier où le salarié serait défavorisé par rapport à un salarié nouvellement entrant dans l'entreprise. Quand on ne connaît pas la date de début d'expérience et que la grille salariale est supérieure au coefficient conventionnel, donc effectivement, si vous mettez le coefficient, ça va vous calculer rien du tout parce que ça va vous donner des choses farfelues. Donc, dans ce cas, en revanche, ça veut dire que si je reprends si ça veut bien apparaître, ça ne veut pas apparaître, si dans la base de données, j'aimerais bien que vous l'affichez quand même. Non, mais... dans la base de données, vous avez une colonne où si jamais il y a 0 en ancienneté expérience ou s'il y a un chiffre qui ne vous convient pas, vous pouvez modifier ce chiffre. Donc là, je ne vois pas comment vous allez pouvoir faire autrement que faire une modification manuelle, ou en tout cas un copier-coller pour les salariés pour mettre à jour la donnée. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de l'intégrer de façon un peu plus artisanale, on va dire. Ensuite, sur le bulletin, en fait, il n'y a pas nécessairement sur votre bulletin de paye, rien ne vous oblige à avoir une ligne sur les ECR expérience et les ECR compétences. Bon, je pense que la réponse a dû être... On a d'un côté l'ARAC qui les intègre, mais ce n'est pas nécessairement une ligne du bulletin de paye et vous n'êtes pas obligé de faire apparaître spécifiquement une ligne qui rentre dans le brut pour avoir ce montant-là. La dernière question... je ne suis pas sûre qu'il y ait eu une préconisation en tant que telle auprès des éditeurs de paye, mais ça, c'est un point plus spécifique. Tout à l'heure, j'ai vu une question où vous me demandiez quand est-ce que ce serait mis à jour. Compte tenu de vos demandes d'aujourd'hui, je vais faire les modifications et il pourra être disponible demain. Juste parce que je vois les questions, donc juste pour vous redire, nous n'avons pas préconisé de présentation sur les bulletins de salaire. Hein. C'est-à-dire que le seul sujet sur les bulletins de salaire qui est abordé tel quel dans l'avenant 33, c'est que l'ECR activité, donc qui correspond aux primes soins critiques, etc., que vous connaissez, sera versé mensuellement et figurera sur une ligne spécifique du bulletin de paye. Voilà. Donc, en fait, on n'impose pas et on n'a pas préconisé aux éditeurs de paye une présentation spécifique parce que, je le répète, votre obligation, c'est celle de l'article 9 principalement et avant tout, c'est-à-dire c'est celle
de la comparaison annuelle entre le niveau de salaire conventionnel, c'est-à-dire la rémunération annuelle conventionnelle qu'on appelle la RAC, et votre salaire réel d'entreprise. Ensuite, nous vous incitons à tendre, puisqu'on l'a prévu pour vous, en fait, pour répondre à vos besoins vers la structure de rémunération de branche, mais vous avez la totale liberté, et d'ailleurs, de toute façon, même si on avait prévu quelque chose de contraire, ça ne serait pas passé à l'extension dans l'accord de branche, vous avez la totale liberté de conserver votre structure de rémunération d'entreprise. Donc, on ne peut pas vous imposer par là même de présentation spécifique en dehors de celle que je viens de citer pour le CR activité dans le bulletin de paye. Néanmoins, je vous donnais un exemple tout à l'heure en vous expliquant que certains adhérents ont choisi une structure de rémunération d'entreprise, de maintenir du moins dans un premier temps une structure de rémunération d'entreprise qui est la leur, mais ont souhaité néanmoins, en haut du bulletin de paye, évoquer, inscrire une rémunération conventionnelle de référence pour que les salariés puissent avoir une visibilité et suivre en fait le niveau conventionnel de rémunération sur lequel ils se trouvent. Voilà. Et donc, autre point, c'est surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez un mail à cette adresse-là, avenant33@mpw-associé.fr, et je vous garantis pas une réponse dans la journée en revanche, mais l'adresse sera consultée, y compris au mois d'août. Alors, en fait, il y a la grille, la nouvelle grille, si je puis dire, pour répondre à Madame Planchon. En fait, elle est organisée à partir des 17 niveaux de regroupement d'emplois. Et donc, à chacun de ces 17 niveaux, qui correspondent donc à des emplois repères, qui sont organisés, si vous préférez, autour d'emplois repères, il y a 17 rémunérations minimales annuelles de niveau. Donc, c'est ce qu'on appelle les RMAN. Et à partir de ces RMAN, donc il n'y a plus en fait de coefficient en fait, dans le nouveau système, il n'y a plus de valeur du point, mais par contre, à partir de ces RMAN, eh bien, on a l'assiette de calcul, alors à part pour les ECR activités, mais sinon pour tous les autres ECR, c'est-à-dire nom barbare pour désigner éléments complémentaires de rémunération, eh bien, les RMAN servent de base de calcul de ces éléments complémentaires de rémunération. Donc, expérience, ancienneté et compétences. Alors, la grille est dans le fichier que je vous ai transmis, simplement elle est masquée. Si vous voulez, je peux faire un onglet où cette grille apparaît. Comme ça, vous aurez l'information en direct. Petite précision pour celles et ceux qui nous suivent. Vous avez dans la partie discussion de webinaire le lien vers le dernier 100% RH de la FHP que vous pouvez toutes et tous consulter parce que c'est un lien Internet. Et vers la fin du 100% RH, vous avez le lien vers le guide paritaire, le guide employeur, la V1 du simulateur d'Elisabeth. Et juste en dessous, vous avez un lien pour télécharger aussi l'avenant 33 et un lien pour voir le webinaire, le replay du dernier webinaire qui avait été fait en partenariat entre la FHP et le CINERPA. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Je pense qu'à ce stade, Elisabeth, on a essayé de répondre à toutes les questions, il me semble. Donc, on arrive je crois, tout en sachant qu'il y a l'adresse de toute façon qui est rappelée, l'adresse mail à laquelle vous pouvez poser vos questions plus particulièrement sur le simulateur, donc directement à Madame Morin. Et puis bien sûr, on est à votre disposition, indépendamment bien sûr de ce webinaire, pour répondre à vos questions en sus des guides qui vous ont été communiqués. Donc,
encore une fois, véritablement, on a bon espoir d'avoir un retour de la part du gouvernement, hein, puisque, y compris durant le mois d'août, vous l'avez compris, les rendez-vous ministériels en vue d'un financement de l'avenant 33 vont se poursuivre. Donc, on a bon espoir d'avoir un retour et de pouvoir vous annoncer des bonnes nouvelles à la mi-septembre ou au plus tard lors des rencontres de la FHP auxquelles on vous attend nombreux. Et donc, encore une fois, on insiste sur le fait que ce simulateur, comme les deux autres outils que sont les guides, ne sont là que pour vous aider dans cet exercice de première approche en fait, de classement et d'identification de la rémunération annuelle conventionnelle des salariés de vos établissements. Voilà. Merci à tous pour votre participation et on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Au revoir, merci.